Bravo d'abord, parce que tu as très bien choisi le cinéflop. 91 minutes, parfait. Ouais, parce que voir un mauvais film, c'est une chose, mais s'il est long, c'est tout à fait autre chose. Attends, ne dévoile pas ton verdict avant la fin de l'émission, malheureux. Ah, ça veut pas dire que j'aime pas. Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's right, Major. You did. I lied. Bienvenue pour ce nouveau Cinéflop, le podcast qui aime bien et qui châtie bien. On ne peut pas faire sortir du sang d'un navet. L'homme qui a écrit ce proverbe n'avait clairement pas vu le film dont nous allons parler aujourd'hui. 89 morts au total, dont 81 tués par le héros lui-même. Excusez du peu. Mais le navet appartient également à la famille des crucifères, de forme bulbeuse et à chair blanche, à l'image toujours de notre héros et de notre cinéflop du jour. Pour en étudier toutes les propriétés bénéfiques et autres, un homme, un vrai, le cinéaste, romancier, photographe Philippe Sedbon. Philippe, je sais où tu te caches. Qui amène le mot culture dans le mot culturisme et qui se joint à moi à la salle, votre hôte, Jean Weber, podcasteur stéroïdé, soldat des farces spéciales et qui amène le mot cul dans le mot culture. Alors, sans plus tarder, mettons-nous de la craie sur les mains pour soulever la fonte. Arnold Schwarzenegger et John Matrix dans Commando. 1985, réalisé par Mark L. Lester. Et maintenant, comme disaient les Beatles, le bonheur est un flingue chaud. Bonjour colonel, comment ça va? Salut ami, je suis un peu soucieux parce que je crains qu'on nous qualifie d'élitistes et de snobs parce que après Death Wish 3, Rambo 2 et maintenant Commando, on fait vraiment dans le cahier du cinéma positif, etc. C'est vrai. Un peu réducteur. Absolument, sans oublier Cobra. Ah, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. Nous écouterons votre verdict en fin d'émission. Aujourd'hui, j'ai mis le 7 bon signal dans le ciel et je te remercie une fois de plus d'avoir répondu présent à l'appel. Je suis là pour ça. Tu sais, à propos de Cobra, tu sais ce que j'ai dit à mon adjoint? Non? Call the 7 bon. All the Cobra. Alors en mai, défais ce qu'il te plaît. Tu es prêt? Je suis complètement prêt. How do you feel about that? Like Mrs. Arnold Schwarzenegger. Aujourd'hui, notre histoire commence au début des années 80 avec un scénario de Jeff Lubb, the Third. Il y a un scénario. Oui, c'est ce que j'ai été le plus surpris de découvrir au cours de cette enquête. Mais tu connaissais Jeff Lubb? Non, pas du tout. C'est un type qui vient comme toi, de la bande dessinée, mais Ouais. qui était scénariste, qui a beaucoup travaillé avec un type qui s'appelle Tim Sale. Ils ont fait des albums de Batman, des graphic novels, comme on dit. En particulier une qui s'appelle The Long Halloween. Ah oui, j'avais lu ça à l'époque, ouais. Voilà, qui sert de base, je crois, en partie au nouveau film The Batman avec Robert Pattinson. J'aime pas énormément le dessin de Tim Sale parce qu'il a un Joker avec des énormes dents qui ressemblent à Fernandel. Donc c'est pas l'idéal. Jeff Lubb, il a fait aussi Teen Wolf. Tu te rappelles de ce film avec Michael J. Fox? J'ai pas vu, mais je me souviens. Michael J. Fox faisait un jeune loup-garou, donc comme le titre l'indique. Il devenait champion de basketball collège et personne ne s'étonnait qu'un loup-garou joue dans l'équipe. C'est une bonne idée, c'est un bon scénariste quand on réfléchit bien. Au départ, c'est un film qui est écrit pour Gene Simmons. C'est qui est Gene Simmons? Oui, c'est un mec d'un groupe. C'est ça, c'est le bassiste de Kiss. Voilà, Kiss.
celui qui a une langue démesurée, et c'était l'histoire d'un soldat israélien, donc comme Gene Simmons, il est d'origine israélienne, qui revenait de la guerre dans le Moyen-Orient, tu vois, et qui était totalement dégoûté par tout ce qu'il avait vécu, et qui c'était plus proche d'un Taken, tu vois, il avait déposé les armes, ou comme un John Wick, il avait arrêté, en fait, et il était rappelé parce qu'on kidnappait sa fille, comme dans Taken. Bien sûr, Gene Simmons refuse, et tout d'un coup, on commence à penser à Nick Nolte, Oui. donc à des gens un peu normaux physiquement au départ, jusqu'à ce que Steven De Souza arrive et fasse du sur-mesure pour Arnold Alois Schwarzenegger, dont nous allons parler plus avant dans l'émission. Tu connais Steven De Souza? Oui, c'est un scénariste, non? C'est ça, c'est le frère de Linda, et il a écrit Die Hard, 48 heures, Running Man, Hudson Hawk, malheureusement, qu'on fera peut-être un jour dans les cinéflops, et Judge Dredd. Tu te rappelles? Oui, ça, non, on le fera pas, ça. Une fois que Schwarzenegger arrive, bien évidemment, tout le script change. C'est la naissance dans les années 80, cette ère réganienne des musclemen, les premiers musclemen comme Stallone. Rambo 2 est à peu près à la même époque, je crois que c'est à quelques mois de différence, la sortie des deux films. En fait, les années 80, c'est deux types de très musclés torse nu qui défouraillent avec des sulfateuses. C'est qui ont des colonels Trotman avec eux. Exactement, ouais. Il y a aussi son Trotman dans le film. Mais parlons un peu du chêne autrichien, tu veux bien? Who's the tree trunk? Volontiers, d'autant plus qu'il apparaît à l'image la première fois avec un chêne sur l'épaule. Exactement. C'est un mot d'ailleurs pour Sean Connery, chêne autrichien. Il est né à Thal en 47. Il a 73 ans aujourd'hui. C'est comme souvent ces bodybuilders, comme comment s'appelait celui qui c'est Steve Reeves, celui qui jouait Hercule. Oui, Steve Reeves. Ouais. C'est ça, il a des posters de Steve Reeves dans sa chambre, et c'est un enfant un peu frêle. C'est souvent des enfants maladifs qui vont à la salle. Et en Autriche, il a 3 rêves. Tu sais quels sont ces 3 rêves? Non. Devenir une star à Hollywood, épouser une Kennedy et devenir un politicien de haut niveau. Et il réaliserait bien évidemment les 3. Il était riche avant de devenir acteur. Tu savais ça? Non. C'est un extraordinaire homme d'affaires, en fait, qui a fait beaucoup d'affaires dans l'immobilier, en Californie notamment, et qui a ouvert des salles de gym, qui a été très à la pointe du fitness, tu sais, un peu comme Bruce Lee d'ailleurs avant lui. Mais lui a su monétiser. Il avait un petit empire avant même de commencer à faire du cinéma. Au départ, il est un second rôle, un caméo quasiment dans les films des années 70, puisqu'il est dans The Long Goodbye de Robert Altman. En slip jaune. Bullshit. Are you laughing at me? Yes, you are. You're laughing. I see you laughing. And I wouldn't laugh if I were you. I'm not laughing. En slip jaune, exactement, c'est face à Elliot Gould. Il jouait également dans Stay Hungry en 77 avec The Young Lebowski, Jeff Bridges. Oui, c'est un bon film d'ailleurs. Who are you? Jim Sando. Ouais, c'est un très bon film de Bob Rafelson. Et oui, il est bon, lui. Il est bon, il prouve qu'il est acteur, parce que c'est la première fois dont j'ai entendu parler de lui. Mon père avait vu le film en salle à l'époque et était revenu en parlant d'Arnold en particulier. Et ensuite, Pumping Iron, tu l'as vu le documentaire sur sa carrière de culturiste, en fait, de Monsieur Univers, et en particulier sa rivalité avec Lou Ferrigno. Hulk lui-même. Ils étaient amis, mais ils étaient surtout rivaux dans la vie, et Arnold n'arrête pas de le chambrer de façon sauvage à travers tout le documentaire, et on sent qu'il a vraiment, il a maqué Hulk. C'est Ferrigno qui a gagné le casting de Hulk, parce qu'Arnold était trop petit pour le rôle. Très drôle. Ouais. Alors c'est curieux, parce que la taille d'Arnold, il y a des gens qui disent qu'il fait 5 pieds 9, et d'autres qui fait 6 pieds 2, donc on ne sait pas très bien, il est entre 1m80 et 1m85. Dans le film, il y a 2 flics qui disent qu'il fait 1m90. Suspect, 6'2", brown hair. He's one gigantic motherfucker. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu vois, quand il est à côté de son Trotman, I know. le général qui vient le chercher dans sa retraite dans les bois avec sa fille, Alyssa Milano, le type fait 6 pieds 3, il est plus grand que lui, ça se voit quand il marche à côté. Oui, bien sûr. Ouais. Mais enfin, il est comme le colonel Trotman, et à un moment donné, on le voit dans son bureau et il lit une carte. J'ai remarqué ce détail marquant. C'est vrai. On devrait faire un super cut avec juste les plans où Trotman ou ce genre de colonel ne font rien dans un bureau. Ils sont en train de lire une carte, debout dans leur bureau. C'est drôle. Arnold fait de la télévision aussi, t'as vu, il passe dans I Love Lucy, où il fait un masseur de Lucy, de Lucille Ball. Ouais. C'est très drôle. Et finalement, en 82, il commence à exploser avec Conan the Barbarian.
Conan le barbare, John Milius. Alors là, tout d'un coup, une fois de plus, mon père revient en disant ce type va être une énorme star parce que les gens demandaient des tickets pour Arnold. Ils disaient même pas le nom du film. Ah oui, d'accord. Non, parce que comme son nom de famille, qui au départ a beaucoup joué contre lui, est devenu un atout par la suite. En 84, il enchaîne avec Conan the Destroyer. Tu te rappelles ? Ouais, ça c'était pas très bon. Voilà, où il a un plus petit rôle. Et en 84, c'est là où il explose véritablement avec le Terminator. I'll be back. Terminator, c'est un rôle qui le marque à vie, parce que je sais pas si tu remarques, mais même dans Commando, I'll be back, Benny. quand il devient mauvais, il devient agressif et méchant, il rejoue comme le Terminator. Absolument, mais il joue tout comme le Fige. Terminator. Il se fige complètement, le Ouais. regard, il jamais, et il tue. C'est vraiment Terminator. Absolument, mais c'est parce que c'est ce qui fait le mieux. Quand il a son déjeuner avec Cameron, tu connais l'histoire en amont, et que Cameron lui propose le rôle d'abord du héros, de Reese. Je sais pas lequel a eu l'idée, mais ça, je pense que ça leur est venu en même temps de lui dire, mais non, il faut qu'il joue le méchant. Ouais. Alors qu'ils avaient pensé successivement à O.J. Simpson et Lance Erickson. Il est encore plus petit qu'Arnold. Un tout petit Terminator. En 85, il fait Red Sonja avec Brigitte Nielsen. Et là, il avait un petit rôle, c'était presque un caméo, et il l'avait mis en vedette sur l'affiche. Exactement, il a un tout petit rôle. Et ensuite Commando, ensuite Raw Deal, Très mauvais, ça. très mauvais en 86, je me rappelle juste qu'il avait un Marcel. Predator en 87, Ouais, qui me fait monter un échelon quand même. voilà. Et je crois qu'en 88, c'est Red Heat. Très sympa film, ça. Ouais, très sympa. J'aurais préféré que ce soit John Belushi, mais il était mort, donc Jim est quand même pas mal. You leave your guns with those guys over there. No way. Chicago cop never relinquishes his weapon. J'aime bien quand le chef de la police, je sais plus qui le joue, mais c'est toujours ces types bougons et de mauvaise humeur. All right, what's the score, Ridzik? Il s'est mis au yoga, le chef de la police, pour dealer avec le stress. Stress management. Et il demande à Danko, le flic russe interprété par Schwarzenegger, « Et vous, comment vous faites en Russie pour dealer avec le stress ?» Il répond, Vodka. Oui, je me souviens. C'était pas Larry Fishburne qui faisait le flic? « Je crois pas, non, c'était... Ah, peut-être, je les confonds tous entre le flic de Beverly Hills, ils sont tous sur le même moule. Hey, boss, I know what you're gonna say, but You mind telling me where the fuck you come off going undercover without authorization from me? What the fuck is this all about? Je crois pas que ce soit Larry Fishburne. Non, c'est Peter Boyle. T'es sûr? Ah, pratiquement. Ah, peut-être. Écoute, je vais revérifier tout à l'heure, dès qu'on aura terminé. En tout cas, c'était un bon film. Il y avait une autre scène où il arrachait la jambe d'un type qui avait une fausse jambe. Oui. Et il versait de la poudre blanche et il disait Cocainum. Aussi Et de voilà. très belles répliques. ouais, un très beau one-liner, parce que très vite, ils comprennent qu'il a une personnalité comique, encore plus comique que Stallone. C'est pour ça qu'il a ses one-liners. Et d'ailleurs, je suis sûr que sur le plateau, on voit d'ailleurs qu'ils en essayent plusieurs. Tu vois, c'est comme on dit en Amérique, ils jettent des trucs sur le mur et ils voient ce qui reste, ce qui colle, tu vois. Et il y en a certains qui ont sauté d'ailleurs. Il y en a un malheureusement quand il coupe le bras du type. Il lui disait « Need a hand », t'as besoin d'un coup de main. Et il commençait à le frapper avec son propre bras. Mais Mark Lester a dit que c'était un peu trop. T'as vu, il y a un director's cut. La version que j'ai vue fait 91 minutes. Le director's cut fait 92 minutes. Oui, c'est énorme. Il affirme encore plus ses personnalités comiques, parce qu'il essaye de faire des Vin Diesel aussi et des The Rock avec un film comme Twins. Et plus tard Junior, où il est enceinte. Il fait des très bons films comme Total Recall. Get your ass to Mars. Sweetheart, be reasonable. After all, we're married. Consider that a divorce. Terminator 2, bien sûr. Come with me if you want to live. Et là, ça commence un peu à se gâter avec des films comme Last Action Hero. On dirait qu'il n'est pas fini, ce film. C'est ça, il y a eu trop de chefs dans la cuisine, comme on dit. L'idée de départ a été perdue en route. En fait, c'était un très bon prémisse et une exécution, comme tu dis, bâclée. True Lies, c'est encore très bien. C'est mieux que l'original. C'est un truc très curieux parce que t'as ce type qui est un culturiste énorme et personne ne lui demande jamais mais combien d'heures passez-vous à la salle par jour, tu sais. Dans les scénarios, on voit ce type arriver et personne ne s'étonne. Did you make all the other salesmen jealous? Oh, it was fantastic. Et dans True Lies, il est carrément un monsieur tout le monde. I mean, it's not like he's saving the world or anything. I mean, he's a sales rep, for Christ's sake. Ensuite, Ice to See You. Let's Kick Some Ice. Batman et Robin, malheureusement, 97. Les tréfonds.
Là, c'est vraiment pour vendre des jouets, il n'y a plus de films carrément. Et il fait n'importe quoi. Et maintenant, il est sur Twitter avec son âne, t'as vu? Oui, j'adore. Il est extraordinaire. Il est très sympathique. Il est dans sa maison de Malibu. Il a été gouverneur donc de Californie. Il a mis la Californie à genoux financièrement. Comme disait le gros Alfred Hitchcock, meilleur est le méchant, meilleur est le film. Parlons un peu de Bennett, veux-tu? Welcome back, John. Mon Dieu. Il y a plein d'histoires extraordinaires. Au début, j'avais pas très bien compris si c'était lui qui était le premier choix ou pas. Et en fait, tu as vu ce qui s'est passé ou pas? Pas du tout, non. Ils ont engagé un acteur qui s'appelle Wings Hauser. Excellent acteur. Excellent acteur qui aurait été plutôt une version négative de Schwarzenegger en fait tout d'un coup. C'est un costaud aussi. Il a été viré le premier jour par Mark Lester. J'ai pas réussi à savoir pourquoi. Et Vernon Wells, qui est un méchant des années 80, qu'on avait vu surtout dans le rôle de Wes. You can run, but you can't hide. Dans The Road Warrior, où il était terrifiant. Il a été aussi formidable dans un film que je trouve un peu mésestimé de Joe Dante qui s'appelle Inner Space. Oui. Et où il faisait un méchant qui avait une main, tu sais, comme un couteau suisse où il pouvait mettre différents gadgets sur sa main. Et ça, j'aime bien ce genre de méchant. Comme... Il était dans Weird Science. C'était vraiment le méchant des années 80. Is this your party? Il est rappelé en catastrophe et il arrive et les vêtements, on n'a pas le temps de lui refaire des vêtements, ce qui explique pourquoi il a les vêtements de Wings Hauser et qui sont un peu trop petits pour lui. C'est ça. Je ne sais pas qui ils ont eu comme costumière sur ce film, mais c'est ahurissant les costumes. Je crois que j'ai jamais vu ça. Du gilet en laine de Bennett au pull vert, verdâtre d'Arnold, c'est complètement incroyable. Hallucinant les tenues. Le gilet avait été cousu par Zezette du Père Non, Noël par est une ordure. Thérèse dans le Par Père Noël Thérèse, est une ordure. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Mais on sait pas si c'est une cotte de maille ou quoi, parce que t'as vu, c'est... Non, c'est de la laine. Il a une espèce de tenue en cuir noir, comme il n'y a pas de manche. Il a des mitaines en cuir et il a par-dessus un gilet en laine grise. Bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors. C'est complètement hallucinant comme costume. La costumière était fan de Queen. I want to break free. I want to break free. Bennett et Matrix, Arnold et Vernon, sont très amis dans la vie. Ils échangent leurs livres de Marguerite Duras. Vernon Wells a dit que c'était Freddie Mercury sous stéroïdes, Oui. mais il est un peu grassouillé. T'as vu, c'est un mélange de John Jarratt, le serial killer de Wolf Creek, de Freddie Mercury, t'as vu? Et de Pierre Bellemare un peu aussi. Tout le monde s'est posé des questions sur sa sexualité dans le film, puisque entre sa relation avec Matrix, qui est un petit peu ambiguë. Et toi aussi, t'en es? T'en es aussi? Ben oui, ça se voit pas? Ben non. Tu sais, dans Seinfeld, il parlait tout le temps des homosexuels et à chaque fois il disait Not that there is anything wrong with that. We're not gay. Not that there's anything wrong with that. No, of course not. I mean, it's fine if that's who you are. Absolutely. I mean, I have many gay friends. My father's gay. Ils avaient tellement peur d'être politiquement incorrects qu'ils arrêtaient pas de dire non, mais il n'y a rien de mal à ça. Maybe he was gay or something. Not that that's wrong. Put the knife in me and look me in the eye and see what's going on in there when you turn it. That's what you want to do. C'est vrai, ils ont un combat de poignards extrêmement phallique tous les deux. C'est vraiment des sous-textes qui sont très très proéminents. Mark Lester a nié, il a dit qu'on voulait simplement faire un méchant terrorisant, mais d'après Ray Down Chang, qui fait la jeune femme qui kidnappe dans le film, Don't move. I'm not going to hurt you. Step aside. You said don't move. Do it. qui est la fille de Tommy Chang, de Cheech and Chong, c'est très homosexuel comme relation. Et moi, je crois que j'ai découvert ce que c'était en fait. Dis-moi. Bah, tu vois, à la fin, quand il est transpercé par cette espèce de tuyau, bah, en fait, il est à voile et à vapeur. Ton explication de texte, je t'avais dit qu'on est en plein cahier du cinéma. 45 jours de tournage, 9 millions de dollars, il en remporterait 57, beaucoup moins que Rambo 2. Comparativement, c'est beaucoup moins un gros succès. C'est moins bien fait que Terminator. Mark Lester n'est pas James Cameron. Le film est quasiment intégralement shooté en Californie, tu as vu ? Cette république... Ça se voit, ouais. Cette république fictive de Val Verde, qu'on retrouve dans Die Hard 2 et dans plein de films de cette époque, et ressemble bougrement à la Californie. Et tu sais, la maison à la fin, la belle maison où ils ont tourné, c'était la maison de Harold Lloyd à Benedict Canyon. Ah ouais. Ouais, elle est magnifique.
Et ils ont tourné également dans un mall, tu sais, ces grands centres commerciaux qui étaient très populaires dans les années 80 et qui ont disparu au début des années 2000 et maintenant complètement un peu, qui est à Sherman Oaks. Ça s'appelle la Sherman Oaks Galleria. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'est le même centre commercial dans le Terminator. I think he said he was going to the Galleria, right? Yeah. The Galleria? Ah oui. Ouais, cette extraordinaire scène où le T-1000 recherche John Connor à travers l'arcade. Tu sais, quand Arnold lâche les fleurs et commence à tirer dans le T-1000, Get down. on se rend compte pour la première fois qu'il est fait de métal liquide. Ça, c'était vraiment une très grande scène. Curieusement, ils font une ligne de jouets, Commando. Tu sais, c'est une tradition aussi des années 80 de faire soit un cartoon avec Rambo, soit une ligne de jouets avec des films qui sont très très inappropriés pour des enfants parce que le film est très sanglant et très gore, tu as vu? Oui, oui. Au moins, le scénario est pour les enfants, ça c'est sûr. Le film, je sais pas, mais le scénario, oui. Il est même écrit par des enfants. À propos d'enfants, Alyssa Milano est une star de télé à l'époque avec Madame est servie. Ouais. Je pense qu'ils doivent tourner pendant le hiatus de la série. Arnold l'aide à faire ses devoirs d'algèbre sur le plateau. Oui. On retrouve beaucoup des gueules, des seconds rôles, des méchants des années 80 qu'on voyait souvent chez Walter Hill, comme le grand, non pas par la taille, mais par le talent, David Patrick Kelly. Oui. I told you I'd kill you last. Yes. I lied. Mais il est fantastique parce qu'en plus il est très sexuel, t'as vu, il est horrible dans ce film. On se rappelle de lui bien sûr dans Warriors Come Out to Play, yeah. Warriors, come out to play. Il était extraordinaire, c'était une impro de lui ça, avec les bouteilles, tu te rends compte? Ah oui. But it is not the most important thing in your life right now. Tu sais la scène où justement Arnold le tient par le pied? Is gravity. Mark Lester voulait que Arnold le fasse lui-même. Ah oui. Ouais, avec sa force physique, Arnold s'est tourné vers lui, il a dit « Are you crazy ?» Et ils ont fait venir une grue et ils ont accroché le pauvre David Patrick Kelly à une grue. C'est très bien fait, c'est dans les canyons. This is my week on. Et un consultant de l'armée a appris à Arnold à tuer silencieusement. C'est gentil de sa part. Ouais, comme il le fait avec Enriquez. Oui. Avec un autre très grand one-liner. Do me a favor. Don't disturb my friend. He's dead tired. Ce que j'adore, c'est que le mec, sa fille est en danger de mort, il a le temps de faire des one-liners, tu sais. Feeling hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. Il y a des choses dont je me rappelais, parce que j'ai vu le film en salle à l'époque. Je me rappelais de la musique à base de steel drum, tu sais, ces bidons sur lesquels on tape dans les Caraïbes. Et je me rappelais aussi de la mort d'Enriquez dans l'avion et de lui sortant de l'avion, parce que c'était tout d'un coup une scène à la James Bond. Il y a une autre scène comme ça à la James Bond dans un film qu'on aime bien tous les deux qui est Eraser, où il se retrouve avec James Caan. Il se met à lui tirer dessus furieusement et il y a une vitre par balle, tu te rappelles? Mais ils ont un instant de grande rage James Caanesque qui vaut le coup. Arnold et Ray Dan Chong. C'est complètement ridicule, la relation dans le film. Elle est kidnappée, elle se met tout de suite à faire des vannes. It's understandable. I've only known you for 5 minutes and I want you dead too. Mais en même temps, je vais te dire un truc, si elle était pas là, je sais pas si j'aurais tenu jusqu'au bout, moi. C'est vrai, mais c'est parce que c'est une formidable actrice. C'est le texte qui est complètement con et ce que lui ont donné les scénaristes, parce que elle, j'ai pas compris pourquoi elle n'était pas devenue la Goldie Hawn africaine-américaine. Elle est tellement charmante. Elle peut faire la comédie, l'action, elle est jolie. Elle avait commencé, je crois, dans La Guerre du Feu. Oui, exact. Et elle a pas fait grand-chose après, curieusement. Elle apporte énormément au film, par le timing, par le... Oui. Je suppose qu'il y a des petites impros de temps en temps, et elle est vraiment parfaite, quoi. Bien sûr, et puis elle élève Arnold, qui est un peu... qui est moins bon que quand il est sous la direction d'un Cameron ou d'un Verhoeven dans Total Recall. Ouais. Et en plus, c'est un peu encore au début de sa carrière. Et il est très de bois. Le chêne australien est très wooden, comme on dit, hein. Le début, tu sais, l'espèce de montage où on le voit avec sa fille dans sa vie paisible et tout ça, c'est effroyable. Il rit, tout le temps il rit. Et pour montrer qu'il est heureux avec sa fille, il rit.
Bien sûr, mais la première fois tu parlais de quand on le voit arriver avec son chêne, avec ce tronc d'arbre sur le... Ça aussi je me rappelais, cette entrée. C'est une belle entrée, ceci dit. Ils ont copié les films de Leni Riefenstahl, la grammaire des films nazis justement. Ah oui. Ouais, c'est côté Übermensch qui arrive, tu vois, de surhomme. Il a des super pouvoirs aussi, tu as vu, quand il entend le lapin, il est en train de couper du bois à la hache, et tout d'un coup il a les yeux qui se plissent un peu, il regarde, 2 secondes après on va passer un lapin. C'est vrai. Il avait repéré le lapin il y a 100 mètres, quoi. Exactement, et puis il repère quelqu'un à l'odorat après. Oui, ça, je l'ai senti, moi. Remember, you're downwind. The air current may tip them off. Downwind? You think I can smell them coming? I did. Tu as vu quand ces 2 soldats arrivent qui sont censés le protéger? Are they any good? Real good, but not as good as you were. J'ai pensé que le nom des 2 soldats, ça devrait être Dead et Meat. Il meurt 2 minutes après être arrivé. Il y en a un qui a une mort genre Jason en plus, qui est un poignard dans la gorge, je sais pas quoi, mais... Il y en a un qui se fait couper le haut du crâne, tu as vu, avec une scie. C'est ça, il passe en mode Jason dans Vendredi 13. Bien évidemment, la production a du mal à trouver une doublure cascade pour Arnold. Ça se voit, putain, t'as vu les scènes où ils ont un rembourrage sur le pulvère, il y a 2-3 plans, c'est à mourir de rire, t'as des mecs malingres avec des énormes rembourrages, tu sais. Rembourrage, on dit. On dirait une parodie des frères Zucker, une fois de plus. McTiernan a refusé de faire le film, et il retrouverait donc Schwarzenegger quelques années plus tard dans Predator, et Last Action Hero, malheureusement. You're getting old, John. Et Schwarzenegger, après une scène, il dit au metteur en scène, ne donne jamais un vrai couteau à Vernon. Normalement, il se lâche pendant les prises. Mais il est bien, d'ailleurs, quand il devient fou à la fin avec son couteau, il refait Vez, et il l'a fait très bien. Oui, c'est pas... oui, faut aimer, quoi. Arnold et Stallone sont au début de leur rivalité. C'est Karloff et Lugosi, Vin Diesel et The Rock. C'est vrai. Mais ils sont très parallèles, hein. On l'a dit tout à l'heure, mais Commando et Rambo 2, il y a énormément de parallèles. On vient chercher le mec qui fait plus ça là en prison, l'autre dans sa retraite, c'est le même colonel. Exactement. Voilà, c'est incroyable. D'où cette énorme rivalité qu'on voit à travers les films se développer à travers les années 80. The Schwarzenegger Library? Yes, the Schwarzenegger Presidential Library. Wasn't he an actor when Stop, he was president? Yes. Even though he was not born in this country, his popularity at the time caused the 61st Amendment, which states that I don't want to know. Tu as vu Vin Diesel et The Rock dans le dernier Fast and Furious, ils ont demandé à ne pas apparaître ensemble à l'écran, tout est fait séparément quand ils ont une scène ensemble. Ah bon, ils se haïssent? Ouais, ils se détestent, c'est que des chants contre chants. Ils comptent le nombre de coups de poing qu'ils donnent à l'autre, etc. C'est plus les répliques, parce qu'il faut absolument pas qu'il y en ait un qui ait le dessus sur l'autre. D'accord. Donc les agents, les avocats comptent les coups de poing, c'est étonnant quand même. Arnold touche $1,5 million de salaire, il court plusieurs kilomètres par jour et 1 heure de salle, tous les jours également, il est au top de sa forme. Au niveau muscle, c'est absolument monstrueux. D'ailleurs, il y a une scène où il rame, tu sais, sur un canot. J'allais t'en parler. C'est carrément une bande démo, quoi. C'est fou parce que tout d'un coup, il est en speedo, tu sais, ces tout petits maillots de bain. C'est Monsieur Univers en James Bond, c'est très curieux comme ça. C'est ça, et il rame et tu vois les boules de muscles qui circulent d'un endroit à l'autre. C'est impressionnant. Il est aussi gonflé que son Zodiac. C'est le Zodiac Killer. Et après, ce que j'adore, évidemment, on va pas louper ça, c'est quand il se peint le visage en noir. Comme on est en plein jour. Apocalypse Now. Mais on est en plein jour. Ouais, ça sert à rien. En plus, t'as vu, il a pris un coup de soleil sur sa peau autrichienne. Oui, c'est vrai. Son pire ennemi, le soleil. Arnold a fait 3 films avec un de mes héros. On parlait de la totale True Lies. Bill Paxton. We lost him, sir. Oui, je l'ai vu dans 2 plans, oui. J'adore, il lui piquait ses vêtements dans Terminator. Fuck you, asshole. C'était lui qui faisait le personnage ridicule de True Lies. I'm actually a complete coward. If I ever saw a gun, I'd Il pissait dessus, je crois d'ailleurs. Oh God, oh. On retrouve un autre point commun avec Cobra, c'est la fétichisation des armes. Where are my guns? Ça, c'est très années 80, les gros plans de culasses, de chargeurs qui rentrent en faisant crac comme ça. Qu'ai-je donc de si effrayant? Ces couteaux qui sont faits spécialement pour les films, tu vois. Ils passent plus de soin sur leurs couteaux que sur leur scénario. C'est pratiquement des épées d'ailleurs. That's a knife. That's not a knife.
Ce fétichisme des armes avait commencé un peu avec Dirty Harry, je trouve, avec ce Magnum. This is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world. Who do you think I look like? Dirty Harry? Who is Dirty Harry? Oui, c'est vrai. Qui était filmé de façon très sensuelle. Et ensuite, ça se poursuit avec James Cameron, bien sûr. Aliens, on avait vu que les armes étaient très importantes. Et c'est un truc des films canon aussi. Tu te rappelles dans Death Wish 3? Wildy. Wildy's here. Comme ils attendent Wildy à travers tout le film. En attendant Wildy, c'est Godot. Fires a 475 Wildy Magnum. En 1986, il y avait eu une suite qui avait été écrite et qui était basée sur Nothing Lasts Forever. Tu connais ça? Non. C'est un roman de Roderick Thorpe de 1979 qui a été la base de Die Hard. D'accord. C'est le même type qui a écrit The Detective, tu sais, à l'époque où McClane devait être joué par Sinatra, qui devait reprendre son rôle de détective. Ah d'accord. Dans cette adaptation de Nothing Lasts Forever, et avant que ça ne devienne Bruce Willis, parce qu'effectivement, c'est la fin, après, de ces Muscle Men. Il y a une transition où on a envie de héros plus humains. Je crois que Stallone avait refusé Die Hard, parce que pour lui, c'était une fiotte, McClane. Ça servirait également de base à un autre film, parce que dans Nothing Lasts Forever, apparemment, McClane était un spécialiste de la sécurité des buildings. C'était pour ça qu'il arrivait dans la Nakatomi Tower. Joe Takagi. Dans les années 80, les méchants étaient souvent japonais aussi. I didn't realize they celebrated Christmas in Japan. Hey, we're flexible. Pearl Harbor didn't work out, so we got you with tape decks. À cause des problèmes d'économie. Il y a eu un film de The Rock qui s'appelait Skyscraper, qui était assez mauvais aussi, qui reprend ce schéma où il est un spécialiste de... Tu l'as vu, ouais? J'aime beaucoup Dwayne Johnson, mais là, il est allé un peu loin. Il était unijambiste, tu te souviens? C'est ça, il avait un pied en moins et il sautait d'une grue sur un building, mais 50 mètres. C'est ça, oui, c'est ça, avec une seule jambe. Ouais, mais l'autre était peut-être bionique, ça c'est dit. Won't that be nice? Not nearly as nice as watching him smash your face in. Dan Hedaya, voilà un autre qui est formidable dans le film. On se rappelle de lui dans Blood Simple. Ouais, il s'est mis, méchant. Il est en brown face, il s'est mis du cirage sur le visage parce qu'il joue un personnage latino. Ouais, j'ai pas remarqué. J'ai l'impression. Ouais. Et au départ, c'est Raoul Julia qui devait jouer le rôle. Ah oui. Il a refusé et il retrouverait Steven De Souza pour son premier film, pour Steven De Souza comme metteur en scène, et son dernier film à lui, parce qu'il mourrait peu de temps après, qui s'appelle Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Et où malheureusement, tu sais, ça fait partie de ces films où les acteurs sont malades et ça se voit à l'écran, tu sais, il est très maigre. Oui, et c'est très triste. Ouais, c'est très triste et tout d'un coup, Van Damme se retrouve à se battre contre un type qui est mourant, donc c'est toujours... C'est comme dans John Wick, lui se bat contre ce Suédois. Il se battait tout d'un coup contre un vieillard, un vieil homme, alors qu'il est un champion d'arts martiaux. C'est peu gratifiant. D'ailleurs, Tom Cruise se battait contre le même mec, d'ailleurs, quand il se battait dans un parking sur plusieurs étages, dans un des Missions Impossibles. Et il arrêtait pas de rouer de coups, ce type qui était très peu en forme. On avait peur pour le méchant. Bill Duke, un grand méchant aussi, un grand classique qu'on retrouverait dans Predator, et qui est le Q de Nicolas Cage dans Mandy. C'est lui qui lui donne ses armes, je crois, dont cette hache étonnante. Exact. Ouais, donc c'était un hommage de Panos Cosmatos aux années 80. Et Vernon Wells, quand il est en docker et en pêcheur, tu sais, au début, quand il simule sa mort, spoiler alerte, il est très crédible, en revanche, en gros pêcheur australien. Oui, là, il était bien, là. Là, il est bien. Ça fait 35 secondes dans le film où il est parfait. Mais là, il m'a fait penser à William Smith. C'est le méchant du riche et du pauvre. Il a ce côté 70s avec cette moustache et son bonnet à la Serpico et il a un bon look, je trouve. Schwarzenegger coupe du bois comme Bronson dans Les 7 mercenaires, ça m'a fait plaisir. Ouais. Et comme Wolverine, ce sont souvent des bûcherons, ces hommes d'action. Hein. C'est vrai, il faut bien qu'ils passent leur nerf sur quelque chose. Hein. I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day. He's a lumberjack and he's okay. Ça me rappelle le sketch des Monty Python où il y avait un bûcheron homosexuel, tu te rappelles? Non, j'ai pas. I cut down trees, I wear high heels, suspenders and a bra. I cut down trees, I wear high heels, suspenders and a bra. Charles Ingalls, ton héros préféré, coupe du bois aussi souvent, non? C'est son passe-temps préféré et sa raison d'être. Ça se trouve, c'est thérapeutique. Faudrait qu'on essaye. Je préfère couper du bois comme Cobra, moi. Une allumette. Tu as raison. Mais c'est son allumette à lui et c'était ce tronc d'arbre sur son épaule. C'est ça.
Merci à Mustapha K pour cette vanne sur Facebook. Alyssa Milano est une enfant, comme on disait, et quand il est assis à côté d'elle et qu'il joue avec ce daim, je me suis rappelé des scènes de Frankenstein où Boris Karloff est avec cet enfant avant de l'acheter dans la rivière. Exactement, moi aussi j'y ai pensé. Arnold est ami des animaux, quand même, t'as vu? Toujours. C'est vrai. Cette scène avec le fan mérite... Ouais. C'est pour ça que le film mérite d'être vu. Ceci dit, t'as vu quand il pêche avec elle, il pêche un poisson mort. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il l'a pêché, parce que comme il aime pas tuer les animaux, il les pêche déjà morts. Mais tu crois qu'ils sont à côté d'une centrale nucléaire? Le poisson aurait dû avoir 3 yeux, comme dans les Simpsons. Ouais. En même temps, il rit. Il est mort de rire. Il est mort de rire, mais il a ce qu'on appelle en Amérique les dad jokes, les vannes de papa. Tu sais, quand il dit... Why not they just call him Girl George? It will cut down all the confusion, I think. Oh, ça date bien le film. Et Alyssa lui dit... Oh, Dad, that's so old. C'est ça, donc elle lui dit c'est une dad jokes à l'époque et en plus homophobe, t'as vu? Oui, oui. Double whammy. Dans cette scène, on apprend qu'il est allemand de l'Est, apparemment. Now, when I was a boy and rock and roll came to East Germany, the communists said it was subversive. Ah, c'est ça, oui, oui, oui. Maybe they were right. Donc il y a une petite justification pour son accent. Voilà, et c'est vrai que Matrix, c'est un nom complètement allemand. Voilà pourquoi, c'était ma prochaine question, pourquoi John Matrix? Ou il aurait dû s'appeler Klaus Matrix. Voilà, Klaus von Matrix. Ou Klaus Kinski, carrément direct. On peut pas faire plus allemand. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin der Sohn Gottes. Il aurait été bien en Aguirre, ceci dit. Lui aussi. Ce qui nous amène sans plus tarder à une nouvelle rubrique que j'ai préparée spécialement pour toi, mais nos auditeurs peuvent jouer en même temps que nous. Une rubrique qui s'intitule Schwarzenegger ou Van Damme. Schwarzenegger ou Van Damme. À propos des noms américains, dans tous leurs films, Van Damme et Schwarzenegger, un Belge et un Autrichien, ont toujours, comme tu disais, des noms américains. Je vais te dire plusieurs noms de leurs personnages dans des films et tu dois deviner si c'est Schwarzenegger ou Van Damme. Alors Van Damme, je vais le dire par conclusion, puisque je connais les noms de Schwarzenegger, mais pas du tout ceux de Van Damme. Ah bah écoute, on va voir justement. Donc, c'est parti pour Tchiki, Schwarzenegger ou Van Damme. Et j'ai oublié de dire le premier prix, si nos auditeurs gagnent, c'est un séjour chez toi, sur la côte basque, pendant une semaine. Justement, j'ai des travaux à faire. Ils sont les bienvenus. Julius Benedict. Arnold. Bravo. Bonus point si tu trouves le film. Twins. Bravo. Alex Wagner. Van Damme. Bravo. Tu veux tenter Non, je sais pas. Double Impact. Jack Quinn. Van Damme. Bravo, tu as raison. C'est Van Damme dans un de mes films préférés de Van Damme qui s'appelle Double Team, le film qu'il a fait avec Dennis Rodman où il est prisonnier à un moment comme le prisonnier dans une île. Tu l'as pas vu celui-là ? Non, mais j'en ai très peu vu de Van Damme. Hein. Chasse à l'homme de John Woo et peut-être un autre, je sais plus. Mais voilà celui-là, il se bat à un moment contre un type qui a un poignard dans son pied, qui le tient avec ses doigts de pied. C'est un combat hallucinant. ça me plaît déjà. John Kimball. Ça, c'est Arnold. Bravo, quel film ? John Kimball. Je croyais que c'était le nom du fugitif aussi, John Kimball, non ? Richard Kimball. Richard Kimball, bravo. Peut-être Eraser. Hellraiser avec les Cénobites ? Non, Eraser, les faceurs. Eraser, pardon. Wrong. Non, c'est Kindergarten Cop. Ah, en plus, j'aime beaucoup ce film, en plus. Frank Dux. Ça, c'est Van Damme, ça. Bravo, c'est Bloodsport. Et enfin, Howard Lang. Van Damme ? Wrong. Non, Arnold dans Jingle All the Way. Ah, je l'ai pas vu celui-là, tu vois. C'est lui où il cherche un jouet. Ainsi s'achève. Tchiki, Schwarzenegger ou Van Damme. Bravo, tu as été remarquable, comme d'habitude. Il y a une scène qui est comme dans Taken, t'as vu quand Alyssa Milano se cache sous le lit quand les méchants arrivent, oui. C'est exactement la même chose. Et il a chez lui, il a comme John Wick, il a un arsenal, t'as vu ? Oui, t'as vu son code ? Quand il fait le code pour récupérer, pour ouvrir le coffre, je crois que c'est genre 13. c'est con, 1-3. C'est pour pas oublier. Arsenal et vieille dentelle.
Il dit wrong, comme dans Terminator. Il dit fuck you, asshole, comme dans Terminator aussi. Fuck you, asshole. Fuck you, asshole. Et I'll be back. I'll be back, Benny. Exactement. C'est drôle qu'ils reprennent des one-liners. Tu me diras si ça a marché, pourquoi pas. Hein. Qui est, et surtout, où est la femme de Matrix? Grand mystère. Là, il n'y a même pas d'allusion, il n'y a même pas une photo. Rien. Donc, est-ce qu'il a lui-même enfanté sa fille? C'est que genre une espèce de golem, elle est sortie de lui comme de... Voilà, comme Twins. Il était enceinte dans... c'est possible. Dans Junior. Dans Junior, il était enceinte. Donc, est-ce que... C'est dommage dans Junior qu'il n'était pas enceinte de DeVito. Sorte de lui. Comme un truc de Cronenberg, c'est immonde. Comme Quato dans Total Recall. Il n'y a pas de femme. Non, ma théorie, c'est que peut-être comme le personnage de Brad Pitt dans Il était une fois Hollywood, il l'a tué sur un voyage en bateau. Fair enough. Une qualité de ce genre de film d'action, c'est les hommes de main. Et là, on peut dire quand même que c'est des hommes de... Sans dévoiler mon verdict, ils sont de bonne qualité. Entre David Patrick Kelly, Bill Duke et Dan Hedaya, ça a une bande de pieds nickelés qui sont à la fois drôles et crapuleux. Oui, non, ils sont très bien. Et d'ailleurs, heureusement qu'il a pris des bons acteurs pour jouer. C'est quand même des petits rôles, mais ils sont tous tellement pittoresques. Ils sont mémorables. Ils arrivent avec peu de matériel, grâce à leur talent d'acteur, à rendre les personnages mémorables. Et David Patrick Kelly est très bien habillé parce que les méchants à l'époque étaient souvent des yuppies, tu sais, comme dans Die Hard avec, je sais plus, celui qui faisait Bobby, tu sais, qui était plein de cocaïne, qui essayait de collaborer avec Hans Gruber. La plus grande tête à claque de l'histoire du cinéma. Formidable acteur, ils sont pris qu'il fasse pas plus de trucs lui aussi, mais c'était souvent un yuppie. Et là, David Patrick Kelly ressemble même, comme il est tout petit, à une marionnette maléfique de ventriloque par moment, tu as vu? Un peu. Ou à Damien dans La Malédiction, tu sais, il ressemble à un enfant, evil child. Ah oui, j'aime bien quand il dit wrong et qu'il tire une balle dans la tête de ce type. Wrong. 3 scènes plus tard, quand Trotman arrive chez lui, on emmène le cadavre du type de la maison. Oui, c'est vrai. Any sign of Matrix? No, sir. Just those bodies. You think there's more, sir? If he's still alive, I'd expect a lot more. Ça, c'est bien dans la continuité. Mais en plus, on se demande un peu quand même pourquoi Trotman vient le voir au lieu de lui passer un coup de fil. Tu me diras, c'est parce que sinon, il n'y aurait pas de scénario. Dad, what's wrong? Ils suivent Trotman pour savoir où habite Arnold. Mais est-ce qu'il avait besoin de venir à 3 hélicoptères voir Arnold pour lui dire « Attention Arnold, t'es dans la merde, tes copains se sont fait tuer. » John, we've got a problem. Someone's killing your men. Vous pouvez lui passer un fil, honnêtement. C'est vrai. We're running late, buddy. Quand ils arrivent dans l'aéroport, Enriquez et David Patrick Kelly, ils sont extrêmement louches quand même. Ce type avec sa chemise hawaïenne, son chapeau, ce nain. Je l'adore s'ils étaient buddies dans l'armée. So you and Bennett met in the service, eh? Now me and Enriquez is in the service too. There's nothing like old war buddies. T'imagines le duo, Sully et le grand Black, là, ils étaient copains dans l'armée. Ah bah voilà, un autre film que j'aimerais bien voir, les deux ensemble. Moi aussi. Au Vietnam. Platoon avec eux, tu vois. Mais c'est très violent, la mort de Enriquez dans l'avion, là, dont on parlait, comme il lui brise la nuque, c'est extrêmement violent quand il a le nez qui saigne après quand il atterrit à Valverde. Ouais. Est-ce que tu as remarqué quand même quand il saute de l'avion, Arnold, le beau mannequin qui tombe dans la flotte, il est magnifique. Avec les jambes toutes raides. Digne de Cannon, effectivement, des films Cannon. Et je te parle même pas des mannequins quand les bâtiments explosent. C'est vrai. Tu as une dizaine de mannequins alignés qui bougent pas. Les soldats de Valverde, il y en a certains qui ont même des fausses moustaches, t'as vu, pour paraître genre latino. Oui. C'est quand même pas mal, ça aussi. Mais Arnold, comme sur la photo derrière moi, elle ressemble à un Big Jim, tu sais, ou un Action Man, ces poupées auxquelles on jouait dans les années 80-70. Et ils avaient d'ailleurs un bras, tu sais, quand tu faisais ça, il y avait le bras qui... Il y avait le muscle qui gonflait. Et il ressemblait complètement à ça. Et il a un peu une coiffure, comme tu vois derrière, qui est une mullet. Tu sais, cette coiffure où c'est un peu court, c'est très court devant et un petit peu plus long derrière. C'est la coiffure de Terminator, en fait. Oui, c'est ça. Mais t'as vu la taille des bras, c'est impressionnant quand même. Ouais. C'est gros comme des torses, quoi. C'est pas du tout crédible, cette espèce de banter, tu sais, cette espèce de va-et-vient du dialogue entre Ray Downchang et lui, où tout d'un coup, ils veulent que ce soit Cary Grant et Catherine Hepburn, alors que t'as un monstre qui vient d'arracher un siège de ta voiture et qui t'a kidnappé. Et elle est en train de dire « Oh, I knew you were gonna say that !» Oh, I knew you were gonna say that. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, c'est absurde. Et puis dans des situations dramatiques, genre il poursuit Sully, tu sais, en voiture, seul qui peut l'amener à sa fille, il prend le temps de s'arrêter pour qu'elle monte dans la voiture. Wait for me! Don't you go anywhere! Who the hell are you, huh?
Ouais, c'est ça. En fait, il était en cavale avec un mauvais scénariste. Voilà. Et après, t'as vu, après qu'il a arraché le siège, le plan d'après, il est à la même hauteur qu'elle. Il a mis des Oui, bottins. ils ont oublié. Ils ont dû le tourner avant. C'est fou, ça. Ah, il y a une tenue que j'adore dans les films, c'est celle de Dan Hedaya. Tu sais, il est habillé comme Daktari. Oui. Ce côté vétérinaire de la brousse. J'ai surpris qu'il n'ait pas un casque colonial, tu sais, avec un film cigarette. Roger Moore était habillé comme ça parfois dans ses films. Oui, c'est vrai, c'est magnifique. Ah, j'adore, c'est mon rêve de porter la tenue de Daktari. Et Bennett, lui, en revanche, il a une seule tenue, t'as vu? Oui, il a le gilet en laine et un pantalon en cuir noir. Il n'y a que la cote de maille qui maille. Bill Duke, en parlant des looks du film, il a un bon look blaxploitation, je trouve, à la Isaac Hayes. Ah, il est très, très élégant, très costume, tiré à 4 épingles, cravate. Et quand il vole cette Cadillac... Do you like Cadillacs? Dans les années 80, on aime bien défoncer des maisons avec des voitures, tu sais, soit entrer dans I'll be back, soit entrer dans des maisons, soit en sortir. Et là, il vole chez un concessionnaire de Cadillac et une Cadillac, et il est très bien habillé, on dirait, tout d'un coup, Foxy Brown, ou ces films des années 70 de blaxploitation. Des scènes complètement inutiles. Totalement inutiles. Il aurait pu être déjà dans la Cadillac, ça n'aurait rien changé. Absolument. Mais spoiler alerte, il meurt comme un vampire en plus. Oui, empalé avec un bout de bois dans le cœur. Il a un pied qui lui traverse le cœur. Énormément de coups dans les couilles. Il y a énormément de ce qu'on appelle en anglais des nut trauma. Traumatisme de couilles dans le film. Il s'en remet très très vite. Non mais c'est pas lui, il inflige ça aux méchants, à tous. Je vous soignerai, Helmut. On les mettra dans du coton. Yeah, stick him in the truck. Ray Dan Chang, toujours comique quand elle tire à l'envers avec son bazooka. Et ensuite, elle tire à l'endroit, mais elle aurait pu tuer Schwarzenegger, l'exploser. Jesus Christ! Oui, elle s'est pas bouillée dans le camion. Bah oui, surtout elle s'est pas très bien tirée comme elle l'a prouvé quelques secondes auparavant, mais t'aurais pu avoir de la bouillie de Schwarzenegger un peu partout. De la gelée d'Arnold. Un smoothie protéiné. Et t'as vu, à Valverde, il y a juste 2 gardes. Oui. Le film trahit un peu 2 gardes et 800 soldats à l'intérieur. C'est ça. De tous les soldats, il n'y en a pas un qui s'est tiré. C'est vrai. C'est là où on a le plus l'impression d'être dans Top Secret. Tu sais, c'est des as. Ils vident des chargeurs entiers sur Arnold, il n'y a pas une balle qui l'effleure. C'est hallucinant. Mais il fait toujours mouche, lui, par contre. Tu connais les Keystone Cops? Oui, c'est des films muets, ça. Voilà, c'est les flics extrêmement maladroits des films muets, genre Laurel Hardy ou Chaplin. Ouais. Là, c'est les Keystone Soldiers, t'as vu? Oui, ils sont prodigieux. L'armée de Dan Hedaya est fantastique, parce que non seulement c'est des faux latinos, mais en plus, ils ont même pas appris à tirer. Je trouve ça extraordinaire pour une armée. Ils sont fantastiques, il manque la musique de Benny Hill, et c'est dès qu'ils sont à l'image. T'as vu les plans qu'ils font? Ils arrivent en courant. Ils sont 5 ou 6 en randonnion, comme ça, ils foncent sur la caméra en courant et en tirant. 2 secondes après, ils sont tous fauchés par une rafale. Et Bennett sert de babysitter à Alyssa Milano, t'as vu? Oui. J'aurais bien aimé voir un film aussi avec les deux, où il lui dit « mange ta soupe ou je te coupe un doigt ». Est-ce que t'as vu le dernier Terminator? Oui. Je me suis demandé si c'était pas un cinéflop, mais j'ai peur que ça dure 2h20. Non, c'est pas marrant. C'est pas marrant, ouais. Marrant. Non, le seul truc marrant, c'est qu'Arnold apparaît très tard dans le film et il fabrique des rideaux. C'est ça, mais il était drôle, lui. Je crois que c'était la seule bonne chose du film. Et puis, il est assez drôle. I'm reliable, I'm a very good listener, and I'm extremely funny. Ils font une énorme erreur à chaque fois, c'est qu'ils essayent tout le temps de refaire le T2, tu vois, Terminator 2. Sauf qu'il s'était un peu éloigné avec celui avec Christian Bale, qui était encore pire, qui se prenait terriblement au sérieux. I'm gonna fucking kick your fucking ass. You know, shut up for a second, all right? Ils avaient oublié que ça devait être fun aussi, ce genre de film. Ouais, oui, non, le dernier, c'est pas un cinéflop, c'est un cinéflop. Surtout, ils ont eu une tellement grande idée avec le deuxième de ce métal liquide qu'ils le refont à chaque fois, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver quelque chose de supérieur comme méchant. C'est vrai.
Ouais. Et je recommande à toi et à nos auditeurs d'ailleurs les Chroniques de Sarah Connor, la série télé du Terminator. J'en ai vu quelques-uns qui étaient pas mal du tout. Are you gonna tell me what's going on or what? No. Tu parlais du scénario écrit par un enfant, c'est aussi un scénario comme un jeu vidéo. C'est tellement générique. Oui. Mais... Comme Rambo 2 ou comme Death Wish 3, tu vois. C'est fait par un robot, tu vois, qui sait pas comment fonctionnent les émotions humaines. Du tout. C'est ça. Alors ça va très bien avec le jeu d'Arnold, parce que il le fait très bien, le côté déshumanisé, sans psychologie. Ouais. Il le fait très bien. Absolument. Et sinon, c'est dramatique, quoi. Et c'est pour ça que c'est bien que Bennett soit gros. Tu sens le mec qui s'est laissé aller, c'est l'anti-Arnold, tu vois, justement. Ça, c'était un truc qui était vachement bien dans un film que j'adore, qui s'appelle In the Line of Fire, dans la ligne de mire de Wolfgang Peterson. À un moment, tu avais une scène où Malkovich, qui était aussi un ancien type des forces spéciales ou je sais pas quoi, de Black Ops, qui se regardait dans la glace et il soulevait sa chemise et il avait un gros ventre. Et il s'était totalement laissé aller, tu vois, et ça rajoutait une dimension au personnage. T'es déjà monté dans un hydravion? Non, mais dans un petit avion, oui. Moi aussi, un petit avion, mais un hydravion, jamais. On voit toujours ça dans les films. En fait, tu peux mourir, t'as peur, et en plus, t'as le mal de mer, quoi. C'est ça. C'est le transport idéal. Il a une espèce de petite blessure rouge au front pendant tout le film. C'est-à-dire qu'il prend pas un moment le temps de se nettoyer. Il l'a à travers tout le film. Il y a un excès de zèle de la part de la script girl. Il s'est rasé le torse juste avant la mission en plus. T'as vu, c'est une statue de marbre. Et il s'est huilé. Ouais, il s'est huilé. C'est une statue de marbre qui prend vie. On n'a même pas parlé de la scène du supermarché d'armes. Ah ouais, extraordinaire. Quand il prend un caddie avec Ray Don-Chong et il dévalise des armes de guerre qu'on n'a jamais vues. C'est absolument phénoménal. Il sait exactement où tout se trouve. Hallucinant. Il casse tout, il prend tout, il casse des vitres à la main, il embarque peut-être, je sais pas, pour... Oui, t'as vu, il saigne jamais. À chaque fois qu'il met des coups de poing dans des vitres, ça c'est une constante aussi chez les héros des années 80. It really hurts. Things work different here. You can't smash a car window with your bare hand and not have it hurt. Il y avait une réplique sublime, c'était dans Predator, tu te souviens, il y avait un des mecs, je sais plus lequel, Jesse Ventura, je crois, qui avait pris une balle, et t'avais un pote à lui qui lui disait « Mais tu saignes ?» Il fait « I've no time to bleed. » You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. Il parle. Là aussi, il y a des magnifiques one-liners. Mais quand il est tout bardé d'armes et de munitions et qu'il avance en crapahutant dans l'eau, il ressemble à Quasimodo un peu, t'as vu? Il a quelque chose de monstrueux. Il a un côté, non, mais par contre, il a un côté golem. Il a un côté golem. Ouais, t'as tout à fait. Non, il a l'air plusieurs fois de sortir de la terre, invoqué par un rabbin. Un mec avec une fausse moustache se fait poignarder dans le ventre. Oui, en plus, il le tue pas directement, il veut qu'il souffre. Et il lui laisse la possibilité de hurler en plus. Ah, il y a une arme que j'aime beaucoup, j'ai appris que c'était un couteau de l'armée russe. C'est cette espèce de lame rétractable qui part dans le ventre d'un autre type. Ah oui, il lance deux à la fois, c'est pas ça? Ah, ça c'est une autre mort très gore à la Jason que j'aime bien. Non, là il appuie sur un bouton sur le manche et c'est une lame rétractable qui est accrochée au manche et qui part comme un harpon vers le type. Ah, j'ai pas remarqué. Ah si, il faut que tu revoies le film. Ah bah je vais le revoir tout de suite. J'en ai peur. Allez, on arrête l'émission, je te retrouve dans 1h30. Il y a quand même des nuances de scénario qui m'ont échappé quand même. Et à la fin, on dirait Scarface mais avec un bodybuilder autrichien. Say guten Tag to my little friend. Et Dan Hedaya aussi est un petit peu en mode Scarface avec sa mitrailleuse aussi à la fin. C'est ça, mais je trouve que sa mort est extraordinairement décevante à Dan Hedaya. C'est vrai, il passe par la fenêtre, c'est ça? Oui, mais il s'échange des trucs, mais à un moment il le touche, il tombe par la fenêtre, voilà. C'est quand même le méchant numéro 1, quoi. Il meurt comme un figurant. Tu as vu comme c'est pas un homme d'action et qu'il a probablement peu souvent des armes à feu dans les mains, quand il tire avec sa mitrailleuse sur Arnold, il grimace de façon insensée. Il a peur pour ses yeux. Tu sais, il a peur pour ses yeux. Mais j'ai l'impression d'être dans Call of Duty, ce jeu vidéo auquel tu ne joues pas à la fin. Tu sais, où tu dégommes des gens à tout va. Et les 10 dernières minutes, c'est vraiment Call of Duty. Mais on finit dans une sorte de fonderie, une fois de plus, non? Gros classique des années 80. Oui, c'est ça. C'est une espèce de boiler room, comme on dit, un endroit où il y a une chaudière, qui est un grand classique des films d'action et des films d'horreur, la maison de Freddy Krueger. Exactement, ils sont tous les deux en sueur avec des couteaux. Mais pourquoi il est torse nu tout le temps? Il peut pas mettre une chemise ou un gilet au moins? Le gilet de Bennett?
Parce qu'il était en maillot de bain, alors il s'est mis un espèce de petit t-shirt en cartouchière. Ouais. Mais il s'en est débarrassé après. Mais il va se battre torse nu contre... Ah bah oui. Mais à la fin, quand ils sont dans cette espèce de chaudière, je disais, comme il est habillé, comme le chanteur de Queen, c'est Freddie Mercury Krueger. Daddy? Ils ont manqué un one-liner, parce que quand la petite Alyssa Milano dit « Daddy ?» terrorisé dans la chaudière, tu sais, et qui dit « No, not Daddy ». Il aurait dû rajouter « No, not Daddy, Uncle Bennett ». C'est vrai, je regrette. Puisqu'on est dans cette scène, il faut en parler. Quand Arnold, dans une invraisemblance absolument mais phénoménale, prend un gros tuyau, le jette sur Bennett, qui est censé être planté dans le mur, avec le tuyau, et que la vapeur sort du mur à travers Bennett, d'accord ? Et le tuyau bouge. Oui, puis d'où vient la vapeur ? Il y a de la vapeur dans le mur ? C'est un mur de vapeur ? C'est un sauna à côté ? Je sais pas, mais il bouge. C'est drôle quand tu lui dis aussi « You're getting old, John ». Tu as vieilli, John, alors qu'il a l'air d'avoir 10 ans de plus que lui. Il n'est pas du tout en forme. You're getting old, John. On sent qu'ils ont changé d'acteur, mais pas le dialogue. Exactement. Et t'as un type incroyablement en forme face à lui en plus. Et tous les deux, quand ils sont en train d'essayer de stopper le poignard d'un de l'autre à quelques centimètres du visage, un grand classique aussi, ils font un concours de grimaces. Tu écoutes cette chanson, c'est magique. Ah ouais, et quand il essaie de lui mettre la tête dans la chaudière, c'est fantastique aussi. Il fait remarquablement bien, j'espère que ce podcast deviendra une vidéo. Et tu as vu aussi quand il est l'électricité il énergise Bennett. Comme la créature de Frankenstein, ça lui redonne vie. Ça lui fait rien du tout. Rien du tout. Il est encore plus fort après. Il devrait avoir des super pouvoirs, tu sais. Et bien sûr, let off some steam, baby. Là, c'est tragique, ça. Alyssa Milano est traumatisée à vie. T'as vu à quoi elle a assisté dans cette cave ? Ah oui, mais après, c'est fini. Ce type avec ce tuyau qui lui sort du ventre et après il tombe dans les bras d'un autre comme si c'était la fin d'un sitcom de Madame est servie. J'étais un peu déçu qu'il ne rit pas à la fin. Oui, c'est vrai, ou alors qu'il saute en l'air et qu'il y a une image figée sur eux sautant en l'air. Voilà. Mais bon, ils retrouvent quand même Redon Chong sur la plage. Les deux filles s'embrassent, elles se sont jamais vues. Jamais. Elles s'embrassent et on sent que c'est la nouvelle maman. T'as une famille reconstituée à la fin, c'est beau. Voilà. Grâce et à t'as vu la musique qui démarre, on dirait une chanson de Frank Stallone. We fight for love, alors qu'il vient de tuer 89 personnes. Putain, heureusement qu'il se bat pas pour la haine, hein, parce que... I'd just like you to start off your unit again, John. All it would take is your coming back. This was the last time. Et ce que j'adore, c'est les expressions, tu sais, à contre-temps, quand il s'appelle, Trotman lui dit « Tu reviendras, John ». Until the next time. Il se retourne vers lui, tu sais, avec une expression de haine intense, et il fait « No chance ». No chance. Bien, mon ciné-flopper, voici venue l'heure de ton verdict. Un bon mauvais film, un mauvais film ou un film que tu aimes bien en quelque sorte finalement. Un film que j'aime bien en quelque sorte parce que je l'ai vu je sais pas, plusieurs fois quand même dans ma vie depuis sa sortie. À chaque fois je trouve ça épouvantable et à chaque fois je le regarde, donc il n'y a pas de secret, c'est quand même, il y a quelque chose d'attractif là-dedans. Alors je pense que c'est le côté BD animé, tu sais. Ouais. C'est-à-dire, c'est le côté d'une espèce de bibendum de muscles c'est vrai. Qui est retenu par aucune vraisemblance. C'est un cartoon comme Stallone dans Rambo 2, ouais. Il a des grosses armes, il balance tout le monde, il tue tout le monde, il conduit très bien. À un moment, tu te laisses porter, tu te dis d'accord, allez, j'ai 11 ans, je regarde un film. C'est vrai. Mais ce que j'aime bien, c'est que nos verdicts, parce que je suis assez d'accord avec toi et je vais te dire mon verdict dans quelques instants, sont toujours les mêmes à la fin des ciné-flops. Mais oui, parce qu'en plus c'est un peu faussé parce que on les choisit les cinéflops l'un ou l'autre, mais en même temps on n'a pas envie de se retaper un truc regardable. Exactement. Donc on regarde des flops rigolos. C'est le mot. C'est un film qui donc flirte avec la comédie, comme tu dis, avec la parodie. Il y a un critique qui avait dit, en parlant de Whatever Happened to Baby Jane, tu sais, le film avec Bette Davis et John Crawford, que c'était la sœur trashy, la sœur crade de Sunset Boulevard. Commando, c'est un peu le frère trashy de Terminator. C'est pas James Cameron, c'est James Cameron. Et c'est un film qui, pour ça, est très distrayant. Un mot à ne pas prendre à la légère. Bullshit!
Merci mon cinéflopper. Merci à toi. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. SoundCloud, Stitcher, une bonne critique sur iTunes. Et maintenant, voici venue l'heure de ton nom et de ta phrase signature. Philippe Sedbon, remember Sully, I told you I'd kill you last. Yes? I lied. Jean Weber pour Abracadapod et Cinéflop. Somewhere, somehow, someone is gonna pay. Dernière anecdote que j'ai oublié de te raconter, Joel Silver était très en colère contre la Paramount, je ne sais pas pourquoi, et il avait remplacé cette tagline sur l'affiche du film, il avait écrit « Somewhere, somehow, Paramount is gonna pay ».